Une question ce matin, Niger, ingérence française, la fin de la prédation, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Bonjour. Justement, ce matin, Niger, ingérence française, la fin de la prédation. Nous nous interrogeons pour répondre à nos questions. Nous sommes avec Albert Anatole ici, dit 3A. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. Je dis bonjour à Jires qui est derrière les machines. Bonjour au management de Panafricaniste TV. Salut à tous les patriotes, n'est-ce pas, africains. Partout où ils se trouvent, sur le continent africain ou en dehors. J'ai dit bonjour à cette diaspora qui est également mobilisée, qui soutient le combat qui est le nôtre, le combat de l'Afrique, du peuple noir, parce que vous savez que le combat que nous portons n'est pas seulement n'est-ce pas, le continent africain, c'est également pour la libération de tous les peuples noirs partout, ils se trouvent sur la planète Terre. J'ai dit bonjour spécialement ce matin au peuple burkinabé qui vient également de subir le chantage les chantages habituels que vous connaissez, c'est-à-dire la suspension de la fameuse aide publique, des appuis budgétaires habituels. J'ai dit bonjour au peuple malien qui est solidaire, n'est-ce pas, de notre lutte. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, commencer par un coup de gueule. Justement, dans le contexte de ce que nous vivons actuellement, de la révolution actuellement engagée du côté du Niger, Washington a décidé des sanctions financières, des sanctions humanitaires, des sanctions, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer comme sanction. Washington a balancé tout ça du côté du Niger, à l'image, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Mais je voudrais quand même vous plonger dans le contexte ukrainien pour comparer, n'est-ce pas, la réaction de Washington lorsque, de ce côté-là, lorsque, n'est-ce pas, la Russie a décidé de ne pas reconduire les accords céréaliers. Vous avez suivi quand même le narratif de celui qui fait office de secrétaire d'État. Oui. Voilà. Le secrétaire d'État, je crois que c'est... Non, le parlement du département d'État américain, voilà. Anthony Blinken. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Russie est en train de faire le chantage au reste de la Terre avec ses céréales et la Russie va créer, justement, et s'engage dans une dynamique de créer la famine sur toute la planète Terre. Ça, c'est dans le contexte ukrainien. Mais dans le contexte africain, surtout au Niger, ils ont tout fourgué dans leur panier comme sanction. Là, ils n'invoquent pas les questions de droit humanitaire international, n'est-ce pas? Mais c'est pas surprenant. Lorsque les mêmes gens vous ont dit, du côté de l'Irak, qu'il fallait, pour que les Irakiens mangent, il fallait qu'ils vendent le pétrole, d'où le concept de pétrole contre nourriture. C'est pas également surprenant lorsque nous savons que les mêmes criminels vous ont dit, dans le contexte de la crise ivoirienne, je crois que c'était en 2000, n'est-ce pas, 2002, 2004, je crois, où ils ont carrément mis un embargo sur les médicaments. Là, le droit humanitaire international n'a pas été convoqué. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici, et moi de poser la question, où est donc finalement passée la philanthropie occidentale? Vous le savez, et moi également. Et moi également, je le sais. On sait justement ce qui se cache derrière. Allez savoir justement, quand on parle de l'accord céréalier, on nous avait dit qu'il y avait 103 navires qui avaient quitté les ports du côté de la Russie pour l'Afrique. On avait crié haut et fort que l'Afrique avait faim. Mesdames, messieurs, vous le savez, il n'y a que 3 navires qui ont pu... 6. Sur plus de 200 navires qui sont partis du port de ça, vous avez environ moins de 10 navires qui sont... Je rappelle que c'est au moins 3, d'après les informations que nous avons reçues. Il y a eu une évolution du temps. Une évolution? Il y a eu d'autres rotations du temps. Donc, il y a eu une évolution au niveau des chiffres, mais sauf que parmi les 200 navires qui sont partis du port de Dessa, moins de 10, pour être précis, 8 navires sont arrivés sur le continent africain. Il paraît que le reste a fait naufrage dans la mer Noire. Apparemment. C'est ce qu'on dit, dans tous les cas. Albert Anatole, ici une question ce matin, Niger, ingérence française, la fin de la prédation. Eh bien, hier, dimanche, le stade du côté de la capitale nigérienne était plein à craquer. Tout ceci en soutien, on va le dire, aux militaires qui ont pris le pouvoir. Ils étaient des centaines de milliers dans les rues. Hier également était le 6 août de l'an de grâce 2023, date, on va le dire comme ça, de la fin de l'ultimatum, on va le dire, de la CEDEAO. Commençons par mettre les événements dans leur contexte. Allons-y. Pour dire quoi? Pour dire que je crois que le coup d'État s'est passé le 26 juillet. Le 26 juillet, que se passe-t-il? Il se passe que le lendemain,
Jupiter convoque à l'Élysée un conseil de défense et de sécurité pour un événement qui se passe sur le continent africain, et on convoque un conseil de défense et de sécurité à l'Élysée. Mais c'est quand même curieux. Mais à la suite de ce fameux conseil de sécurité, de défense et de sécurité, il y a eu un communiqué pratiquement injonctif. Un communiqué injonctif qui a été rendu public par l'Élysée en ce qui concerne ses intérêts du côté du Niger et la sécurité de ces ressortissants, et qui ont été bien évidemment évacués. Mais c'est quoi les intérêts de l'Élysée, si vous voulez, de Paris et de l'Union européenne du côté du Niger? Nous, il y en a, l'opinion publique nationale, africaine et internationale ne connaît que l'uranium. Mais les intérêts stratégiques, dans le contexte actuel où ils sont en pèlerinage tous azimuts à la recherche de l'énergie, n'est-ce pas, des alternatives pour l'énergie, c'est quoi? C'est qu'il y a un gazoduc, il y a un gros projet de gazoduc, de construire un gazoduc qui part de, n'est-ce pas, de Niger, qui va transiter par Nigeria, qui va transiter par le Niger et qui va alimenter l'Europe passant par l'Espagne. Et en plus de cela, vous avez notre projet n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de pétrole, c'est-à-dire qui va être également parti du Niger pour aller alimenter l'Europe, entre autres. Oui. Et vous ajoutez à cela la suspension des exportations de l'uranium du Niger. Ah, ça fait donc beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et je pense qu'il faut saluer davantage, n'est-ce pas, la détermination et le courage des révolutionnaires, de nos camarades révolutionnaires du côté du Niger, qui en quelques jours ont fait beaucoup de choses, ont pris beaucoup d'initiatives allant dans l'indépendance et la réappropriation de la souveraineté du Niger. Dans ce contexte, dans les événements, Paris a s'est engagé, avec l'autorisation, soit dit en passant, des autorités du Niger, pour que ces ressortissants et les ressortissants de l'Union européenne soient évacués. C'était pour dire quoi? Mais pourquoi est-ce que les autorités de transition acceptent l'évacuation des ressortissants français et européens? C'était pour démentir le narratif porté, j'ai envie de dire la désinformation portée par Paris, qui voudrait faire croire qu'il y a un sentiment anti-français du côté du Niger et plus globalement sur le continent africain. Oui. Puisque certains Français ne sont pas partis, ils ont refusé de partir. Il y en a qui sont, vous avez encore des Français, certains Européens au Niger. Ça veut dire qu'il n'y a pas un sentiment anti-français. Mais c'est la propagande qui vous dit qu'il y a un sentiment anti-français. Vous avez Orano qui continue à mener tranquillement ses activités, n'est-ce pas, d'exploitation de l'uranium du Niger. Même si le fruit de cette exploitation reste pour l'instant au Niger, mais Orano continue à mener tranquillement ses activités au même titre que Vinci et les autres. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans ce contexte-là, donc, vous avez la diplomatie française portée respectivement par ce machin que vous appelez Catherine Colonna et l'autre que vous appelez Anne-Marie, je crois, le gendre, un truc comme ça, qui vous donne des injonctions. Que si le vassal qui s'appelle la Bazoum, qui n'est pas pris en otage, mais qui a été mis en sécurité par les autorités de transition nigériennes pour des raisons que vous savez, donne des injonctions, justement, c'est l'arme, non, je veux dire, ces impérialistes donnent des injonctions aux autorités de libérer ces vassals. À défaut de quoi, on peut faire parler la poudre. D'accord, je pense que la date butoir de la fin de l'ultimatum, c'était hier. Oui. Je pense que la mobilisation populaire que vous avez vue hier du côté du Niger n'est pas spontanée. Ils n'ont pas été, d'après ce qu'ils ont l'habitude de dire, ils n'ont pas été corrompus par la Russie, comme ça a été le cas du côté du Mali, où ils disent que chaque manifestant recevait, allait décharger. Et ils ont la liste de ces décharges. Je ne sais pas si la Russie a autant de milliards à distribuer à des millions de manifestants du côté du Mali, à des millions de manifestants du côté de Burkina Faso. Mais je crois que ces gars, je sais qu'ils ont l'habitude de prendre la drogue,
mais ils ont quand même un problème avec la réalité. Donc, quand je l'ai dit, voilà le contexte des événements. La mobilisation populaire d'hier illustre deux choses. La première chose, c'est que tous les patriotes nigériens soutiennent la révolution qui a été engagée du côté du Niger. La deuxième chose, la deuxième grille de lecture, c'est que tous les patriotes nigériens et en dehors du Niger n'accepteront aucune intervention, aucune ingérence extérieure à leurs affaires internes. C'était le sens de la mobilisation d'hier. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je vous indiquais que depuis quelques jours, vous avez des brigades citoyennes qui ont été mises en place pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, du territoire, pour filtrer les sorties et les entrées du pays, du Niger. Ça veut dire qu'il s'agit là d'une mobilisation, il s'agit là d'une adhésion populaire à cette révolution, contrairement au narratif qui est porté par ces propagandistes autres méditerranéens qui font croire que Bazoum est pris en otage par les putschistes au même titre que le peuple nigérien. C'est faux, c'est absolument très faux. C'est absolument des mensonges, c'est absolument faux. Hier, vous avez des milliers de Nigériens à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Et c'était pas seulement du côté de Niamey, c'était dans d'autres territoires, dans d'autres régions du pays. Donc, ces images n'ont pas été présentées par les médias que vous connaissez, que vous connaissez. Mais, ils vous disent que non, les putschistes, le général Tiani et ses amis ont pris en otage Bazoum, tout comme ils ont pris en otage le peuple nigérien. Mais ils sont à côté de la plaque. Mais c'est une manière volontaire qui se met à côté de la plaque parce que, en vérité, leurs mensonges, ils leur reviennent carrément au visage, en plein nez. Alors, les volontaires, j'ai envie de dire, vous avez du côté du Burkina Faso les volontaires de femmes pour la patrie, c'est-à-dire le peuple qui s'est mobilisé pour soutenir, pour s'engager, pour défendre sa patrie, son pays. Du côté du Niger voisin, vous avez le peuple qui se mobilise pour s'engager dans la sécurité, n'est-ce pas, de son pays, de son territoire. Ça veut dire qu'il s'agit là d'un pays qui est... il s'agit d'un peuple qui est pris en otage par les putschistes, comment ils les appellent? Non. Donc, alors, est-ce que ces ingérences vont mettre fin à l'appellation? Mais aujourd'hui, nous avons... D'autres ressources nous font comprendre qu'il y a comme une sorte d'inflation, n'est-ce pas, des prix d'électricité dans les Hexagones et en Union européenne. Exactement. C'est la conséquence de c'est la conséquence des événements du Niger. Désormais, Paris et les autres auront comme fournisseurs d'uranium le Canada qui n'en a pas suffisamment et le Kazakhstan qui n'en a pas certainement suffisamment pour alimenter toute l'Union européenne. Voilà les enjeux. On commence déjà à supplier également la Russie. Hein. Mais déjà, ils sont dans l'hypocrisie. Est-ce que la plupart de ces États et ces pays qui sont constitués en une coalition contre la Russie ont engagé, j'ai envie de dire, ont engagé une rupture diplomatique avec la Russie? Non. Même les États-Unis, qui aboient à tout va, n'ont pas fermé leur ambassade du côté de la Russie. Même le Kiev n'a pas fermé son ambassade avec la Russie. N'a pas rompu, je sais pas, ses relations diplomatiques en tant que telles avec la Russie. Et mieux, Kiev achète le gaz russe au travers de la Pologne pour faire fonctionner ces voitures qui font la guerre à la Russie. C'est une contradiction, on ne peut plus affligeante. Donc, je pense que ces gens ils vous disent une chose, mais c'est des grands hypocrites, des gros menteurs, des manipulateurs. Ça, il faut le dire. Donc, mais ce qui se passe, moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'aime prêcher pour ma chapelle, qui s'appelle l'Afrique. La révolution qui a été engagée du côté du Niger est irrévocable et irréversible. Et il y a plein d'Africains qui sont prêts à se mobiliser pour aller se donner une main forte aux frères nigériens, aux patriotes nigériens. Albert Natoula ici, jusqu'à preuve de contraire, la CEDEAO va déclarer haut et fort qu'elle attaquerait le Niger justement au soir du 6 août 2023. Mais on sait également que du côté du Nigeria, là-bas, le Sénat a déclaré haut et fort qu'il n'était pas d'accord avec l'entrée en guerre des soldats nigérians sur le sol nigérien. C'est le cas également de l'Algérie, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso et bien d'autres encore qui sont contre. Vous savez, la CEDEAO, c'est je crois 15 États membres. Oui.
sur les 15 États membres, vous avez 4 qui ont décidé de s'engager dans une révolution au risque, avec menace, de quitter même cette moribonderie que vous appelez la CEDEAO, notamment le Niger, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali. Oui. Et vous avez également de l'autre côté 4 pays qui n'ont pas une envergure militaire que nous pouvons imaginer en dehors peut-être du Nigeria, qui n'est pas une puissance de feu, bien que ce pays soit doté d'une armée de plus de 140 000 hommes. Mais est-ce que le Nigeria, c'est une puissance de feu du point de vue stratégique? Alors, vous avez dans le Nigeria, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui ont décidé d'aller faire la guerre, n'est-ce pas, au peuple nigérien. Et les autres sont encore en train de réfléchir. Déjà, le Togo privilégie la voie de la négociation, de la diplomatie, entre autres. Oui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les menaces, des grandes menaces, n'est-ce pas, d'une intervention militaire au Niger, sont à prendre à la fois au sérieux, mais en même temps, il faut se demander si ça ne va pas créer une déflagration, à la fois sur-régionale et continentale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'Algérie qui a pris position, estimant que si d'aventure il y a une intervention militaire au Niger, elle se sentirait menacée et elle serait dans l'obligation. C'est-à-dire, elle le dit, Abdelaziz Tebboune le dit entre les lignes, il le dit, l'Algérie serait dans l'obligation de se défendre. Alors, ça complique les choses parce que l'Algérie, c'est également une puissance militaire. C'est une puissance militaire. Donc, aujourd'hui, vous avez donc 2 paradoxes qui se posent. Le premier paradoxe, c'est que Paris a évacué ses ressortissants et les pays qui veulent faire la guerre au Niger ont leurs ressortissants en territoire nigérian. Alors, sauf s'ils veulent se faire harakiri, je ne sais pas si, j'ai envie de dire, Sey Guignol, des fois du Nigeria, de Côte d'Ivoire, du Bénin, ou alors, n'est-ce pas, et les autres vont pouvoir s'engager dans un génocide volontaire et, j'ai envie de dire, commandité. Ou alors, j'ai envie de dire, même pas commandité, une sorte de génocide, oui, commandité, voilà. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Deuxième chose, en plus de courir le risque de tuer leurs propres citoyens en territoire nigérian, il y aura une riposte dans l'autre sens. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre ces risques? Je ne pense pas du tout, parce que dans ce bordel qu'ils sont sur le point de vouloir organiser au Niger, les véritables groupes terroristes vont s'y infiltrer. Est-ce que le Nigeria, qui prétend être une puissance de feu, avec une armée de 140 000 hommes, a-t-il réussi déjà à mettre hors terre de nuire Boko Haram pour aller s'engager sur notre front? En tout cas, la question reste posée. Est-ce que Talon a réussi déjà à mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans sa porcherie pour prétendre aller fournir un contingent objectif, je veux dire conséquent, pour aller débarquer les révolutionnaires qui sont du côté du Niger? Je crois qu'il s'agit ni plus ni moins que de l'enfumage. Dans tous les cas, toutes les options sont sur la table, tant de leur côté que de notre côté, parce que nous l'avons dit ici, et je répète ce que j'ai eu à dire, parce que je pense sur moi. Dès qu'un patriote tombe au Niger, il y aura une déflagration. Et je vous le dis parce que c'est là le cas. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y aura une déflagration contre les intérêts d'abord des Français et des Américains qui sont aux premières lignes. Il y aura une déflagration contre les intérêts américains et des Français, mais surtout contre leurs citoyens. Jusqu'ici, je pense que les Américains et les Français, en tout cas les Européens, se baladent tranquillement dans nos enclos coloniaux sans problème, sans histoire. Mais ça va se radicaliser dès lors qu'un patriote va tomber du fait des balles, que ce soit de la CEDEAO, qui est là, vassalisée par Paris, que ce soit du fait
de Washington ou, n'est-ce pas, de la France. Ça, c'est important de le dire. Il faut le dire clairement. Il ne faut pas utiliser, justement, le politiquement correct ici. Nous sommes dans la lutte. Et dans cette lutte-là, nous avons des dévanciers qui ont utilisé ce que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie de dire, ils ont utilisé la non-violence. Ils ont utilisé le combat idéologique pour se faire entendre. Ça a été quoi? La réaction d'en face, ils ont été assassinés. Ils ont été carrément et purement assassinés. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs qu'ont commises, n'est-ce pas, nos dévanciers. Nous devons pouvoir contextualiser notre combat, c'est-à-dire utiliser, n'est-ce pas, le combat idéologique si c'est nécessaire, au travers d'abord la conscientisation de notre peuple, comme nous le faisons chaque jour. Mais dès que c'est nécessaire, nous devons également utiliser la lutte armée. Il ne faut pas avoir peur de dire, je ne suis pas en train de faire de la subversion. Parce qu'aujourd'hui, vous avez sur un territoire européen, comme américain, mais des peuples noirs qui sont massacrés. Vous avez à Mayotte, je le dis tous les jours, peut-être ça n'entre pas dans... Dès que ça concerne les Noirs, ça n'intéresse personne. Vous avez à Mayotte le peuple noir qui est en train d'être massacré. C'est connu de tous, mais personne n'en parle. Vous avez à l'île de la Réunion, le peuple noir qui est en train d'être massacré, personne n'en parle. Vous avez une partie, n'est-ce pas, vous avez les migrants subsahariens qui sont en train de mourir au désert parce que expulsés vers le désert du Sahara par un fasciste, raciste, qui s'appelle Kais Saied, à l'initiative de l'Union européenne. Ça n'intéresse personne. Donc, vous pensez qu'on va continuer à accepter ça? Albert Natoulaye, une question cependant. Si la CEDEAO était aussi forte et qu'elle avait des soldats, qu'est-ce qui l'a empêché de lutter contre le djihadisme qui, on va le dire comme ça, détruit le Mali, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe? La CEDEAO joue le rôle de Paris. Joue le jeu de Paris. Oui. À l'image du rôle que le Tchad, sous Idriss Déby Itno, a joué du côté du Mali, où pratiquement le Tchad, sous Idriss Déby Itno, s'est mis aux côtés de la France pour déstabiliser le Mali, notamment dans le nord du pays. Ça, c'est important de le dire. C'est à ce jeu qu'essaie de jouer la CEDEAO sous la pression de l'armement qui est du côté de la Côte d'Ivoire, qui se met également à jouer le rôle de marionnettiste dans l'espace, dans la zone sous-régionale ouest africaine. C'est-à-dire servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. Ils ne sont pas là pour les intérêts des communautés africaines. Détrompez-vous. Ils ne sont pas là pour ça. C'est lui, je voudrais vous prendre un élément factuel que j'ai vu dans un média étranger. Ça concerne ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça vient de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je veux me prendre deux éléments factuels. Le premier élément factuel, dans le contexte d'un concept que vous appelez la lutte contre le dérèglement climatique, il est interdit à certaines populations ivoiriennes qui habitent à l'intérieur du pays de continuer à pratiquer soit la chasse, soit la pêche. Ou bien soit à utiliser le bois de chauffage pour leurs besoins domestiques. Et c'est tout un projet qui est porté par une ONG financée par l'Union européenne et Paris. Mais entre-temps, on interdit même à ces populations d'accéder à leur terre, à leur territoire naturel. C'est quoi la contrepartie? Et rien du tout. Toujours en Côte d'Ivoire, vous avez des Ivoiriens qui n'ont pas accès à la propriété foncière. Il est même carrément interdit d'avoir accès à la propriété foncière, soit dans le cadre des projets immobiliers, soit dans le cadre des projets agro-pastoraux. Il est carrément interdit d'avoir accès à la propriété foncière. Vous savez qui ont accès à la propriété foncière? Les Marocains, les Libanais, les Français. C'est-à-dire le Locodem. Vous pensez que ces gens d'individus travaillent pour le compte de ses concitoyens? Je ne pense pas. La raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous faire comprendre une chose,
il nous faut encore des coups d'État révolutionnaires pour remettre en marche, n'est-ce pas, notre révolution, la révolution panafricaniste. C'est important de le dire. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème nulle part. En Sierra Leone, ils sont allés foutre le bordel. Au Libéria, ils sont allés foutre le bordel. La seule initiative qui a relativement réussi parce que ça a été infiltré par la CIA, c'est le coup d'État qui a été fait à Yaya Jammeh du côté de la Gambie. C'est la seule initiative que la CEDEAO a réussi. La Côte d'Ivoire a été attaquée à plusieurs reprises. Où était la CEDEAO? Et c'est encore que ce n'est pas le seul État. Pourquoi est-ce que la CEDEAO ne s'est jamais mobilisée pour soutenir le Nigeria dans le cas de la lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme, c'est-à-dire Boko Haram? Et il paraît qu'ils ont là-bas ce qu'ils appellent les casques blancs. Ça sert à quoi les casques blancs? Allez-y. Alors, donc moi, écoutez, lorsque nous parlons des choses sérieuses, j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque nous parlons des choses sérieuses, il faut éviter de nous convoquer des organisations inféodées, vassalisées, soit par l'Union européenne, soit par Paris. Je parle ici de l'Union africaine et de la CEDEAO. Albert Anatolaï, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver.